La répression de la marche pacifique de la Mouka face à l'état de droit. Affaire Willy Bakonga. Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Arlette Odia Kachama du SEDUC et Joe Mukuna du SOFTA dans Pièce contre pièce, acte 18. Bienvenue. Chaque semaine qui passe, vous êtes des milliers à être fidèles à ces rendez-vous. Cela nous honore, messieurs et dames. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des pièces contre pièces. Comme annoncé, très heureux de retrouver Arlette Odia Kachama, avocate, mais on les reçoit comme un vrai politique. Bienvenue, Arlette Odia Kachama. Merci beaucoup. Sinon, vous allez bien? Oui. Comme il se doit. Merci d'être là. Merci à vous aussi. En face de vous, Joe Mukuna, avocat, juriste, mais on les reçoit aussi comme un vrai politique pour le compte du SOFTA. Bienvenue. Bienvenue John, merci à vous. Vous allez bien? Merci à ma co-débattrice. Oui, mais déjà, SOFTA, l'équipe Sama est là. SOFTA s'est retrouvé, comme disent les Quinois. Oui, SOFTA s'est retrouvé de manière interposée parce que le président nous a fait honneur. Quand je parle de SOFTA, je vois l'FPI comme l'indique mon écharpe. Le président nous a fait honneur en nommant à la tête de du vice-ministre de budget, un de notre, Élisée Bokomouna, honorable député. Ah, elle est du SOFTA. Il est de FPI, les forces politiques et alliées de l'IDPS. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est l'unique élu de l'IDPS à la Mongala. Donc, vous connaissez à cette époque-là. Les grands Équateurs. Les grands Équateurs, vous connaissez à cette époque-là, c'était difficile de pouvoir parler IDPS dans les grands Équateurs, alors que Martin Fayulu était en train de gagner du terrain avec Bemba et consort. Donc, il l'a fait. Il a amené un discours. Ce discours a été accepté. Il a été élu comme député, en tout cas de ses coins, pour le compte de l'IDPS. Arrivé à l'Assemblée nationale, comme c'est un expert en finances publiques, il a travaillé dans la commission ECOFIN depuis tous ces 2 ans au sein de l'Assemblée nationale. Alors le président, en faisant ses choix judiciaires, il s'est dit, écoutez, nous avons aussi des experts, à la personne d'Élisée Bokoumana, qui est le coordonnateur adjoint d'ailleurs des forces armées de l'UPS, et le président l'a amené à ce poste, en tout cas de vice-ministre. Alors, toutes nos félicitations. Il a nos félicitations de l'État. Merci beaucoup. Arlette Odia Kachama, commençons par ces week-ends. La Mouka a organisé une marche de soutien. Une marche de soutien. C'est pas si c'était à la fois une marche de colère pour dire non à tout ce qui se passe dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On dit que les gouverneurs de la ville n'avaient pas autorisé. On se demande comment ils pouvaient autoriser. Et par conséquent, on a dispersé cette marche par coup de gaz lacrymogène. Votre lecture? Alors, merci pour la question. Elle est très essentielle et puis elle touche vraiment à la vie de nos citoyens et de nos compatriotes de l'Est du pays qui, depuis plusieurs années, n'ont fait que couler le sang, n'ont fait que couler des larmes, mais vraiment sans que des solutions adéquates et appropriées ne soient jusqu'ici apportées à leurs problèmes. C'est tout à fait normal que d'autres citoyens se sentent préoccupés par la question et décident de poser un acte quelconque. Je pense que c'est dans ce cadre que la Mouka, proche ou fidèle à Martin Fayulu, avait décidé d'engager une marche, mais à la déception de tous ceux qui se veulent démocrates, il y a une lettre, comme vous l'avez dit, du gouverneur interdisant. Alors c'est à partir de ce moment que ça devient curieux. C'est là que les bas blessent. Parce que la raison pour laquelle la marche n'a pas été autorisée, déjà que c'est une procédure Covid-19, alors que le même jour, dans le soir, ce sont des politiques qui se sont réunis autour du président de la République. Et en respectant les gestes et barrières. Mais de même que ceux-là qui marchaient, qui avaient demandé de marcher, avaient pris l'engagement de respecter aussi les gestes barrières. Mais cette politique-là de deux poids, deux mesures, celle de donner l'impression que les uns sont sécurisés, les uns sont protégés, les uns ont, eux, droit
à plus que d'autres, ça fragilise la cohésion et même l'unité nationale. Mais je ne suis personnellement pas du même avis que la Mouka qui a pensé que pour régler cette situation, il fallait absolument aller par la marche. Déjà, il faut dire que le recours à la marche doit quand même être le tout dernier rempart. Qu'est-ce qui a été... Oui, je suis d'accord, mais est-ce que la situation de l'Est nécessite encore de l'alerte? C'est une situation qui est notoirement connue. Elle est notoirement connue. Et je ne suis pas d'accord sur les choix de la marche parce que je pense qu'on pouvait proposer mieux. C'est une situation qui nécessite... Proposer mieux comme quoi? Mais proposer mieux, c'est faire notamment ce qu'il avait fait. C'est de dire que les pays africains intéressés ou mis en cause dans cette question de la situation de l'Est devraient se retrouver autour d'une table ronde avec la médiation de l'Union africaine, pourquoi pas de la communauté internationale, de sorte à mieux tirer la situation au clair, pour savoir réellement qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui peut être fait, pour savoir qu'est-ce que nous pouvons gagner des pays limitrophes, qu'est-ce qu'eux peuvent aussi gagner au Congo, et finalement signer des accords de partenariat. Comme ça, la population de l'Est sera davantage sécurisée. On ne peut pas continuer à penser que la marche, ce sera la solution, tandis qu'il y a d'autres pistes de solutions. Vous savez, j'aime bien revenir sur le passage, sur le combat d'Étienne Tshisekedi Mulumba, qui, à un certain moment, oui, le modèle de notre structure, les SEDUC, ayant compris que la police congolaise, les éléments de police ne sont pas suffisamment formés pour sécuriser les militants, vous allez vous souvenir qu'à l'issue des élections de 2011, c'était lui qui avait conseillé aux militants de ne pas se mettre encore dans la route. Parce qu'il savait que dès que les militants sont en route, dès que le peuple est dans la rue, oui, même si la responsabilité incombe à la police, incombe au pouvoir de les sécuriser, mais le fait pour le chef de l'opposition de les mettre aussi à la rue, sachant que les policiers ne sont pas suffisamment formés pour sécuriser cette population, c'est dans une certaine mesure, c'est partager la responsabilité au cas où elle arrive. Rassurons-nous d'abord que le gouverneur de la ville a la notion ou le sens de la marche. Or, on se rend compte que c'est lui. Voilà. Or, on se rend compte que le gouverneur que nous avons, il n'a pas le cœur à cela. Il n'a pas le sens de la manifestation populaire. À chaque fois que ce sont des informations qui sont portées à sa connaissance, il réagit toujours en disant non, il n'accorde pas, il n'autorise pas, comme s'il y avait une loi quelconque qui lui demandait. Mais c'est ça. C'est pour cette raison que j'ai dit que le gouverneur de province lui-même, il n'est pas dans la logique de comprendre l'intérêt de la démarche. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la police n'est pas suffisamment formée pour pouvoir sécuriser la population dans pareille marche. Et c'est pour cette raison, sachant que les politiques peuvent user d'autres mécanismes plutôt que insécuriser la population en l'envoyant dans la rue, j'estime tout simplement qu'ils auraient dû opter pour un autre mécanisme. Merci beaucoup. Joe Mukuna, on pensait qu'avec sous les règnes de Félix Tshisekedi Tshilombo, on verra les choses se passer autrement. La Mouka organise une marche pour une bonne cause, hein. C'est quand même une cause noble, la situation à l'est du pays, mais malheureusement, la police, avec des méthodes musclées, des méthodes qui lui dépaissent. On parle même de quelques blessés graves, des gaz lacrymogènes. Décidément, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Merci John. Ce qui est important à capitaliser et à retenir est que nous ne sommes pas dans une période de régime de l'autorisation. Mais oui. De façon générale, c'est-à-dire que
pour organiser la marche, il faut informer l'État qui a la charge de l'administration de la ville pour prendre des dispositions sécuritaires en vue de protéger les populations qui vont se déverser sur la rue. Mais nous avons un cas de force majeure actuellement, ce qu'on appelle l'état d'urgence. Mais ça devient un prétexte. Ce n'est pas un prétexte. Parce qu'Arlette Odiakachama l'a dit. Il faudrait qu'on arrive à expliquer. Dans la soirée, plus de 300 personnes se sont réunies autour du chef de l'État. Je n'entrerai pas dans ces jeux-là parce que le maître Arlette sait pertinemment bien que les assemblées générales des avocats n'ont pas eu lieu cette année. Elle est avocate. Elle sait à cause de la Covid. Les assemblées générales des avocats n'ont pas eu lieu. Si elle est de ma tête, il n'y a pas eu assemblée générale. L'application de cet état d'urgence est sélective. Non, elle n'est pas sélective. Le rôle de l'État, c'est protéger sa population. C'est protéger son peuple. Et quand le chef de l'État a pris une mesure d'état d'urgence, elle doit s'appliquer. Et quand vous demandez une autorisation ou vous donnez une information pour la marche, l'État apprécie. Il n'a même pas le droit de refuser une marche. Mais seulement à ce temps ici spécifique et spécial, pendant l'état d'urgence, et que les restrictions de liberté sont prises, de manière à protéger cette population. Je vous donne un exemple. J'ai entendu dire ici que les organisateurs ont pris les soins de protéger les compatriotes qui vont sortir. Oui. Est-ce que vous pouvez, même les téléspectateurs qui nous suivent, ils trouvent ça réaliste? Martin Fayol appelle à la marche, il achète 25 000 ou 30 ou 40, 100 000 masques, casques, comment on appelle ça, cache-nez, il distribue. Si ça a été fait, qu'on balance les images qu'on voit. Mais les cache-nez, ça c'est bon. Mais justement, à vil prix, vous appelez les gens à la marche, mais vous avez pris soin de vous assurer que ces gens-là vont se protéger. Sinon, c'est non-assistant à la personne en danger. Vous laissez les gens aller mourir, vous envoyez les gens dans la rue pour se protéger de la Covid, la maladie, pour qu'ils meurent en cascade. Après, nous allons dire, l'arrêt de Covid a été détourné. Après, nous allons dire, Fatih n'a rien fait pour protéger les citoyens congolais. Non. Je crois que la démarche, elle peut être bonne, seulement qu'il faut choisir le moment, parce que maintenant, là, même si Joe Mukuna, avec son méga plateforme, Softa, appelé à la marche, en tout cas, on ne m'autorisera pas. On n'autorisera pas. Mais rentrons dans l'autorisation même. Lorsque vous demandez ou vous informez par rapport à une marche, on vous dit qu'actuellement, compte tenu de la Covid, vous ne pouvez pas marcher. Et vous refusez, vous forcez les paisibles citoyens congolais à marcher. C'est une logique de la confrontation. Mais est-ce que l'État existe ou pas? La force reste à la loi. À la loi. Et je ne voudrais pas qu'on ait froid aux yeux. Je ne veux pas qu'on ait peur. Il faut qu'on voie les choses en face de nous. Madame Odia, vous êtes ministre de l'Intérieur. Vous êtes gouverneur de la ville. En ce temps de Covid, les mesures d'urgence, état d'urgence prises par le chef de l'État, on vient vous demander, vous informer qu'il y aura marche demain. Vous répondez à la week-end que cette marche ne peut pas avoir lieu parce que nous sommes en état d'urgence et que vous ne m'assurez pas de donner les conditions de sécurité des pays citoyens. Vous allez autoriser et que si vous n'autorisez pas, les gens sortent dans la rue, vous n'allez pas les disperser. Mais si vous ne les dispersez pas, c'est que vous complotez pour tuer les gens. Maintenant, voyez là où les bas blessent maintenant. Lorsque vous, le chef d'un parti politique, qui appelle à la marche, et qu'une marche, vous ne vous êtes pas mis d'accord avec la police, l'État congolais, à travers le gouvernement de la ville. Les itinéraires n'ont pas été fixés. On vous dit, ne marchez pas, vous forcez la main. Chemin faisant, la police arrive, ils vous dispersent. Vous criez à la démocratie. Et pour asseoir l'argumentaire, qu'est-ce que vous dites? C'est ce que Tshisekedi a combattu hier. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Non. Ne déraisonnons pas. Essayons un peu de réfléchir pour que ces paisibles citoyens qui nous suivent comprennent. Sinon, on donne l'impression
Et d'ailleurs, j'ai félicité le peuple congolais pour n'avoir pas répondu aussi à cette manifestation. Le peuple congolais? Oui. Non, mais je il ne sais pas. y a du monde. Hein. Bon, je connais Martin Fayoulou, je connais sa capacité de mobiliser. Ouais. Mais, John, franchement, les gens ont respecté les mots d'ordre de Covid. Ils ont évité la maladie, ils ont évité de propager la maladie. C'est pourquoi ils n'ont pas fait tout le mouvement. Donc la marche n'était pas à la hauteur. N'était pas à la hauteur de la mesure de frappe, de la force de frappe de Martin Fayoulou. Et je pensais qu'aujourd'hui, vous allez mettre en face de moi Trésor Elanga pour qu'on en parle. Heureusement qu'il n'est pas là. Non, au moins. Il n'y a pas que ça. Je rentre dans les sujets, je gère mes minutes parce que. Oui, dans les sujets pour dire, nous devons construire l'État. Pour construire l'État, il faut penser que demain, moi aussi, j'aurai de telles charges. Merci, Djomo Kouna sera gouverneur demain et qu'il arrivait que la Covid ne se terminait pas, ça continuait. Pendant la période d'état d'urgence, je n'autoriserai pas et je vous mettrai les chars de combat dans la rue. Vous serez dispersés en désordre. Ah bon? Oui. C'est ça aussi. Parce que c'est la protection. Mais il peut y avoir un d'hommes. Non. La police. Ouais, vous avez dit la que vous police. avez parlé des chars. Mais les chars de combat, c'est qu'on peut tirer en l'air pour que vous vous dispersiez. Ce n'est pas tirer sur la personne humaine. Elle est sacrée. C'est intéressant ça. Donc, alors là, Claudia Kachama, vous allez réagir, mais vous l'avez dit, les mêmes week-ends dans la soirée, les députés l'État a assuré qu'il y aura élection en 2023. Mais il ne faut pas avoir peur de ces recensements parce que ça ne sera pas une sorte de préalable à ces élections ou une manœuvre dilatoire. En dépit de ces recensements, il y aura élection en 2023. Êtes-vous rassuré? Le débat est clos et que ces procès sur un quelconque glissement n'étaient qu'un procès d'intention. Alors, je pense qu'à ce jour, le peuple congolais, dans la maturité qu'il a pu acquérir depuis toutes ces années, est quand même très déçu des spectacles que lui livrent les acteurs politiques dans son pays. C'est soit on se regarde comme ennemi, soit on se regarde comme complice. Ennemi, c'est entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont considérés comme étant de l'opposition. Il est vrai que le gouverneur de province ne pouvait pas refuser la marche, mais par le fait de l'avoir refusée, le parti de Martin Fayoulou, de son côté, ne pouvait pas non plus se mettre dans la rue. Engager un bras de fer avec et tous les pouvoirs publics. Et tous les deux n'ont pas de raison d'être soutenus, d'être encouragés par le peuple. Ça veut dire que c'est comme des ennemis. Ce peuple-là s'étonne toujours comment ils sont allés jusqu'à devenir des ennemis à ce point-là, au point de sacrifier mais complètement l'intérêt général. Vous dites qu'il fallait disperser cette marche. Déjà que lui aussi, Fayoulou, pour n'avoir pas respecté l'instruction du gouverneur de la province, il a bien sûr fait un bras de fer. C'est tantôt en rébellion. Mais le fait pour ce gouverneur-là d'aller lui aussi disperser, ce n'est pas une façon, si Covid il y avait, une façon de faire propager Covid. Mais les gouverneurs devaient croiser les bras et laisser faire... Parce qu'en allant disperser aussi... De façon musclée. De cette manière-là, le contact physique, il est très fort entre la police et les citoyens, de sorte que même si parmi les policiers, il y avait des malades, automatiquement, les citoyens sont contaminés. Si parmi les citoyens, il y avait des malades, les policiers sont contaminés, la conséquence ou la cause, c'est qu'on ne sait plus se mettre autour d'une table pour discuter, pour lever des options qui soient en faveur de la République. Et c'est à cela que nous appelons les acteurs politiques. Depuis la dernière législature, ils ne se sont pas encore retrouvés. L'Assemblée nationale, elle n'a pas joué son rôle. Les assemblées provinciales n'ont pas joué leur rôle. Le rôle de décider des règlements intérieurs, de comment la majorité exerce son pouvoir, comment l'opposition le fait. Mais c'est vraiment regrettable, c'est vraiment regrettable. Et si on doit rentrer à la question de si nous sommes rassurés, oui.
Ces débats autour des débats sur le glissement, c'est un véritable procès d'intention. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a peur des élections. Il va les affronter la tête haute, il l'a dit. Cette réponse-là, elle devrait absolument venir. Parce que, comme je venais de le dire, l'opinion a toujours besoin d'une parole rassurante. Toutes ces dernières semaines, quand le débat autour des élections en 2023 et autour du recensement qui a donné lieu à ce procès d'intention de glissement, quand ce débat a commencé, tout le monde s'inquiétait. Et on avait de raisons de s'inquiéter. Parce que les passés récents de notre pays a relevé que les dernières élections devraient se tenir en 2016. Elles se sont pourtant tenues pratiquement au dernier jour de l'année 2018. De même que quand le débat a commencé, le peuple ne pouvait que s'inquiéter. Et cette phrase-là, rassurante, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est tombée à point nommé. Le débat est clos. Non. On n'est pas encore au fait que les débats soient clos ou non. Mais au moins, on reconnaît que cette phrase est tombée à point nommé et elle rassure d'une certaine manière l'opinion, elle rassure d'une certaine manière le peuple. Mais lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'en va lui aussi évoquer la question des élections à côté de celle du recensement, c'est là que des interrogations surgissent, des interrogations reviennent. Parce qu'il a déjà été clairement dit, le président de la CENI a fait sa déclaration, le directeur général de l'ONIP a fait sa déclaration pour dire que ce sont deux processus qui ne sont pas supposés marcher ensemble. Nous avons connu par 3 fois des élections dans notre pays, elles n'avaient pas été soumises à la question du recensement. C'est très bien que le recensement se tienne. Mais devons-nous continuer de la sorte? Mais dès là, non, je suis d'accord que le recensement doit se tenir. Mais à la fois, je rappelle que nous avons connu 3 cycles électoraux dans ce pays sans recensement, ça c'est d'une part. Et d'autre part, nous avons écouté le discours du président de la Commission nationale indépendante, nous avons écouté le discours du directeur général de l'Office national de l'identification de population. Chacun, pour sa part, a dit que c'était 2 processus qui n'étaient pas censés l'un empêcher l'autre. Et à entendre le chef de l'État le combiner, exactement comme l'est fait le membre de son parti politique ou encore le membre de sa famille politique, donc l'inquiétude qui s'était dissipée avec l'assurance de dire que les élections vont se tenir en 2023, elle surgit. Et directement, nous, de la société civile, nous interpellons le pouvoir pour dire que les élections doivent bel et bien se tenir en 2023 sans qu'une raison quelconque ne soit évoquée pour qu'elles ne se tiennent pas. Mais au même moment, le recensement peut aussi être opéré. Bien sûr, si le pouvoir sait faire d'une pierre 2 coups, ce sera quelque chose, un acquis. Ce sera même un point fort de son discours sur la campagne électorale. Pourquoi les élections doivent se tenir? D'abord parce que c'est ce qui a été décidé par le peuple congolais par voie référendaire. La Constitution de la République voudrait que le mandat du chef de l'État dure 5 ans. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est que le régime qui est arrivé n'a pas encore donné la solution aux problèmes fondamentaux du peuple congolais. Il n'a pas encore fait ses preuves. La misère, elle est au rendez-vous. La corruption, elle est là, à tous les niveaux. Maintenant, elle est officialisée. La guerre à l'Est ne semble même pas avoir un début de solution. La vie au quotidien, elle est intenable. Ce sont des raisons qui poussent le peuple à exiger absolument la tenue des élections, en dehors du fait que c'est une prévision constitutionnelle. Mais est-ce que les élections seraient cette sorte de panacée qui va résoudre les problèmes des Congolais? Il y en a eu 3 depuis Joseph Kabila. Ça a résolu quel problème? La tenue des élections, ce n'est pas pour résoudre des problèmes. La tenue des élections, c'est lié. Et vous dites que c'est à cause de ces problèmes qu'on doit à tout prix aller aux élections. Là, ce n'est pas par rapport aux élections. C'est par rapport à ce que l'on fait du mandat. C'est ainsi que j'ai évoqué les 2 aspects. Le premier lié à la prévision de la Constitution
parce que ça c'est dans le cadre de l'organisation de l'État. Le deuxième élément, c'est par rapport au fait que la misère du peuple, elle devient insupportable. Et pour le peuple, lorsqu'il souffre, ça veut dire que le gouvernement qu'il a ne sont pas à la hauteur de mettre fin, de répondre et qui doivent dégager et voir venir d'autres. On vous a compris, Arlette Odia Kachama. Djomkouna, estimez-vous que les chefs de l'État, à travers ces propos, viennent de tordre les coups à ces débats, prématurés ou pas, autour des élections de 2023, et que vous estimez que les Congolais sont maintenant rassurés et que ces débats est clos? John, je voudrais rebondir un peu. En rebondissant, je voudrais rencontrer ma co-débattrice en ce qu'elle a dit que les autorités de la ville ont mal agi en dispersant. Je ne sais pas, brutalement, je ne sais pas comprendre ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas comprendre ce qu'il voulait dire, dans le sens que elle a reconnu que l'autre, les organisateurs, ont mal fait par le fait, bien qu'ayant été interdit la marche, mais ils l'ont quand même fait. Mais, curieusement, elle... Maître défend une chose et son contraire en même temps. Je suis en train d'avoir comme l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire, curieusement, il veut aussi nous faire voir que le gouvernement de la ville a mal agi pour avoir dispersé. Je crois que quand on vous dit ne faites pas, vous faites, la sanction c'est quoi? C'est la punition. Ou alors vous interdire, ou alors vous disperser. Non, mais cet exemple est atypique parce que l'essence de l'information de la marche, c'est pour amener les policiers à sécuriser les manifestants. Alors, si les policiers sont capables de disperser, ils sont aussi, je suppose, capables de sécuriser. Par le fait que ces militants sont déjà en route, en sécurisant, on nous évite plus la maladie qu'en dispersant. C'est complexe, mais c'est un peu ça l'idée. Il y a un élément que vous avez manqué. Okay. Quand il évoque la raison, n'est-ce pas, de l'interdiction de la marche, il vous dit c'est la Covid-19. Mais pourquoi les politiques ne peuvent pas prendre ça en compte? Ils ne l'ont pas pris en compte. Et quand ils ne prennent pas en compte, vous connaissez la logique de la marche? On ne brave pas l'État. Non, d'abord, mettez la confrontation à part. Quand on ne respecte pas, on va dans la rue. Vous connaissez la logique de la marche. Est-ce que dans la marche, on peut s'assurer de garder la distance sociale dans une marche? Maintenant, quand on vient disperser, quel est le mal, quel est l'indicateur de partage de la distribution du Covid quand on vient disperser? Par contre, en dispersant, chacun prenne la poudre de son côté et en gardant d'ailleurs la meilleure distanciation. Moi, je ne vois pas les gens fuir des collés. Non, ils se disent. D'abord, les termes d'abord, c'est disperser. Vous ne verrez pas 10 personnes sur 1 mètre. Chacun prendra 5 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Et il y en a qui vont escalader, tout ça. Dans ce cas, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez que la maladie, vous oubliez qu'en se dispersant, il y a des armes, des balles qui peuvent retentir, il y a des gens qui peuvent avoir des balles, il y a des gens qui peuvent se blesser, des gaz lacrymogènes qui peuvent faire évanouir les gens. Arrêtez de tout le temps prendre un seul aspect de la situation. Prenez la situation dans sa globalité. Je ne prends pas un seul aspect. Si j'ai rebondi sur ça, c'est parce que la réalité est en face de nous. Vous avez été déjà dans une marche, donc. Si on vous dit de ne marcher pas, n'approchez pas, vous allez approcher. Les seules armes qu'on utilise, c'est quoi? C'est la bombe lacrymogène. Et quand on tire, la fumée vous disperse. Mais je ne vois pas quelqu'un qui a la fumée dans les yeux courir. Vous n'allez pas courir, puisque vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit on vient vous prendre, soit vous allez chercher de l'eau, pas à une grande vitesse. C'est-à-dire le danger est moins lorsqu'on vous disperse par gage la bombe lacrymogène que vous laissez continuer à marcher. Puisqu'à rentrer à la maison, vous allez distribuer à toute une famille ce Covid que vous avez ramassé dans la rue. Donc le danger est moins lorsqu'on vous disperse parce que vous prenez chacun sa direction. C'est ce qu'on appelle disperser.
Parlons des propos de Félix Tshisekedi. Je crois que la question n'était pas ça. Après, j'ai rebondi. Oui, mais maintenant la question, c'est Oui. les propos de Félix Tshisekedi. Vous a-t-il convaincu? Le débat est clos sur ces prétendus glissements. Je rappelle ma collaboratrice ici que dans ce plateau, on a discuté sur la question relative au recensement. Je crois en ce temps-là, j'avais démontré l'impact. Toujours avec elle. Hein? Je crois, si je ne me trompe pas, mais je crois que j'avais démontré l'impact, les bénéfices que le peuple tirerait dans le recensement. Et j'ai montré aussi les liens qu'il y a entre les recensements et les élections. Et j'ai dit que les souhaits des Congolais étaient d'avoir un fichier des Congolais, avoir une liste d'identification pour qu'on sache qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et aussi, les soucis des Congolais, c'est aussi avoir les élections en temps constitutionnel, c'est-à-dire à la fin du mandat qui est prévu en 2023. C'est le souci des Congolais. Mais je m'en réjouis parce que le président m'a réjoui. Le président a fait ce que j'ai demandé. Quand il dit qu'il y aura les élections en 2023, mais il y aura aussi recensement. Parce qu'on doit connaître qui est Congolais et qui ne l'est pas. D'ailleurs, le président est allé plus loin pour dire les Congolais de l'étranger doivent aussi voter. Ah oui. Mais quand il dit ça, c'est en prévision de quoi? Comment vous allez faire voter les Congolais de l'étranger sans pour autant les recenser? Vous allez passer directement à l'enrôlement? Oui, recensement, oui, mais ça ne doit pas être considéré comme une manœuvre dilatoire. On ne doit pas se servir de ça pour glisser. Il fallait bien suivre les présidents. Oui. Ce sont les prétentions des individus, des Congolais, des militants. Et la masse des Congolais. Un groupe de Congolais peuvent aussi penser, tel que moi, John Mukuna. Je me dis, pour moi, on ne pouvait pas parler des élections tant qu'on n'a pas fait les recensements. Pour John Mukuna et les sortants. C'est ces discours-là. Et pour Maître Odia, nous sommes nombreux pour faire passer les discours. Et aussi sont nombreux. C'est une logique normale des citoyens congolais qui émettent leur point de vue et leur opinion. C'est ça la démocratie. Mais avant 2023. Le timing, ce n'est pas nous qui organisons le recensement. Si l'État congolais nous écoute, l'ONIP nous écoute, ou l'État congolais nous écoute, il met les moyens pour que l'ONIP fasse vite. Ce n'est pas un problème. Mais nous nous disons, nous ne voudrions pas avoir des élections cette fois-ci sans qu'on ait une connaissance sur les Congolais, le nombre de Congolais. C'est aussi un indicateur pour lancer le développement. Si on souffre aujourd'hui, le président n'a pas l'indicateur pour lancer le développement. Même ce qu'on fait ici, vague, vous avez un programme et tout ça. Mais les programmes, vous les faites, c'est base de quelle population? Mais pourquoi n'avoir pas inscrit ça dans le programme du 100 jours, par exemple? Les recensements. Et alors? Mais parce que vous dites qu'il n'y a pas d'indicateur et que c'est vague qu'on partit. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que pourquoi... Après 100 jours, il y a Chile Jeune. Là, on ne parle pas aussi. Il faut vous poser la question. Pourquoi Chile Jeune n'est pas venu avec les 100 jours directement? C'est-à-dire, il n'y a pas un timing donné. On peut commencer ça aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, cela n'est pas un problème. Au moins, quand les Congolais réfléchissent, ils vous disent que les recensements, c'est quelque chose d'important pour notre vie. Pendant que nous sommes sur la terre des hommes, dans notre pays, dans la terre de nos ancêtres, que les Congolais nous ont donné. Là n'est pas les débats. Quand les Congolais pensent à ça, ne les prenez pas pour des idiots. Là n'est pas les débats. Ne les prenez, parce que je sais en 91. Alors, tout le monde est d'accord avec nous quand nous disons ça, et nous disons ceci. La nécessité si l'État congolais, s'impose. si les présidents publics estiment que nous allons les élections en 2023, d'ailleurs ce qui est constitutionnel, nous ne refusons pas, n'est-ce pas? Oui. Mais nous lui demandons de faire tout pour que nous ayons un fichier de Congolais avant 2023. Avant 2023. Au cas contraire, nous allons lui obliger aussi à nous amener d'avoir les fichiers de Congolais. Et ceci est une demande. Même au-delà de 2023. Nous ne sommes pas au-delà de 2023. Nous disons c'est une demande. Une demande régalienne pour tous les Congolais de penser que nous ne devons pas être là en train de penser de manière imaginaire sur une liste de Congolais que nous ne connaissons pas. Au moins, il faut en avoir avant les élections. Là, je pose parce qu'il y a des dossiers liés à la justice congolaise, dossier Willy Bakonga, dossier élection du président de la Cour constitutionnelle. Commençons par Willy Bakonga. Un ministre en fonction, bien qu'expédient les affaires courantes, traverse les fleuves, nous dit-on, notamment avec une fausse identité. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Et il se retrouve à Brazzaville, on l'appréhende, on l'arrête. Du coup, la République démocratique du Congo veut qu'on l'extrade. Je pose la question à une avocate. C'est comment la procédure en cette matière? Pensez-vous que
Willy Bakonga peut être extradé en République démocratique du Congo et quelle est exactement l'infraction qu'il aurait commise? Oui, merci. Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de répondre en une minute ou même quelques secondes. Tout à fait. À dire que c'est vraiment triste que lorsque on prend le pouvoir, surtout à entendre Maître parler, on a comme l'impression que vous oubliez que vous êtes aussi citoyen congolais. Vous vous mettez automatiquement et uniquement dans la peau et la posture du gouvernant. Oublions que même en étant dirigeant, on continue à être un citoyen congolais. Et ce citoyen-là, il a des principes, il a des choses qu'il a opté, pour lesquelles il a opté, qui sont dans la Constitution. On peut bien avoir l'idée de bien faire et cette volonté de bien faire, mais il y a des choses que l'on trouve. Il ne faut pas dire que le peuple n'a pas besoin de l'identification. Il est vrai qu'il en a besoin, mais il a aussi besoin des élections. Vous êtes vous-même issu des élections non conditionnées par des recensements. Il n'est pas question de prioriser. Les élections, elles ont une date intangible. C'est au pouvoir qui arrive de faire tout ce qu'il peut faire pour que tout son programme soit dans le chrono et les timings qui lui a été donné. Il n'y a même pas à dire que les élections sont prioritaires ou vice-versa avec le recensement. C'est là que le peuple se perd. Il se dit, mais finalement, on va arrêter avec la situation du recensement et le pouvoir dira encore qu'on ne pourra tenir des prochaines élections qu'après avoir fini la guerre à l'Est. Maître l'a dit, hein? On ne pourra tenir les prochaines élections qu'après avoir augmenté les salaires. Alors, vous serez en train de retarder un calendrier électoral, une date butoir constitutionnelle, parce que selon vous, vous n'avez pas encore fini votre programme. C'est contradictoire par rapport à ce qui a été votre combat en venant au pouvoir. Alors, pour parler de la situation de Willy Bakonga. Oui. On raconte tout dans les réseaux sociaux, mais là, c'est pas notre problème. Il est un ministre. C'est ce qu'on doit dire. Ouais. Combien même il appartient à un gouvernement démissionnaire. Il a servi la République tel qu'il a pu. Je pense, à titre tout à fait personnel, qu'il mérite une certaine protection du pouvoir public. Mais comment il s'est retrouvé à Brazzaville? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Et c'est ce qu'on saura. On n'a pas le droit de prêter aussi de procès d'intention. Je pense que non. Mais pire encore, il se retrouve avec des millions de dollars. Et ces informations-là, elles ne peuvent pas échapper au pouvoir. Les services de sécurité et des renseignements, c'est fait pour quoi? C'est fait pour avoir ces genres d'informations. Et lorsqu'ils les ont, ils s'arrangent pour le mettre à la disposition de l'opinion, à la disposition du peuple, dans les meilleurs termes et dans le meilleur délai. Maintenant que jusqu'à présent, la bonne information sur Willy Bakonga, elle n'est pas encore arrivée au pays. Tout le monde s'est mis à spéculer. Tout le monde s'est mis à lui demander. J'ai même entendu des gens demander qu'on lui traite de terroriste. Mais est-ce qu'on sait réellement ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui a servi la nation. En tant que ministre, il a besoin d'une certaine protection. Autant que vous lui prêtez les intentions. Autant que... Mais comment est-ce que ce ministre qui a servi la nation se retrouve clandestinement, entre guillemets, dans un pays voisin? C'est ce qui dérange. Oui. Naturellement, ça ne peut que déranger. Et naturellement, ça ne peut que donner à l'opinion l'impression qu'il était en train de fuir. Oui. Mais admettons même qu'il fuyait. Admettons qu'il fuyait. Demandons-nous pourquoi il fuit. Toute personne qui se voit arrêtée, il développe automatiquement une auto-défense. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas seulement penser que quand Willy Bakonga prend la fuite, c'est parce que réellement il a détourné. Il peut aussi prendre la fuite parce qu'il se rend compte que
on veut s'en servir comme un bouc émissaire. Mais dans ces bagages, parce que 2 millions de dollars américains. Je ne m'aimerais vraiment pas m'atteler sur ça parce que le ministre de la Justice a dit ne pas pouvoir confirmer cette information. Restons sur les faits de sa fugue. Pour certains, il fuit parce qu'il est coupable des faits de détournement. En tout cas, c'est un aveu de culpabilité. Pour certains. Oui. Mais pour d'autres, il fuit parce qu'il ne veut pas non plus être présenté comme un bouc émissaire. Il y a de ces accusés qui, disant la vérité ou non, il a déjà un compte scellé. On a connu ça avec l'histoire avec Archimède. Lorsqu'il disait que le soleil tournait autour du monde, et d'autres pensaient que c'était le monde qui tournait autour du soleil, il a beau s'expliquer, il avait été condamné. Et ça peut être l'une des raisons. Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles il fuit. On oublie que le programme de 100 jours, le programme de la gratuité de l'enseignement, lorsqu'il s'est lancé, il y a eu des spécialistes qui ont dit qu'il n'était pas suffisamment étudié avant d'être mis en exécution. Voilà. Il est aussi possible que, pour le fait de voir un échec récolté dans ces secteurs, que l'on cherche encore un bouc émissaire. Moi, je pense même que ce point de vue tient parce que dans le même secteur, son adjoint a été promu à une autre fonction. Vous pensez vraiment que si le secteur de l'enseignement a échoué, si on doit aussi admettre que seul le ministre a détourné cet argent, mais le vice-ministre n'avait pas une responsabilité, ne serait-ce que de sécuriser ou d'empêcher le détournement? Il n'en savait rien. Mais s'il n'en savait rien, c'est qu'il a été défaillant. Et un défaillant, on ne le récompense pas en lui donnant un autre ministère. Il a été promu. Vous voyez, toutes ces raisons-là peuvent justifier aussi la fuite de Willy Bakonga, qui se rend compte que le procès de 100 jours, il a été engagé uniquement parce que le programme de 100 jours n'a pas réussi. Parce que l'État, à travers le cours des tribunaux, ont toujours été en difficulté de démontrer la culpabilité des accusés dans le procès 100 jours. Mais vous faites passer pour son avocate. Hein? Mais pas du tout. Étant donné que nous sommes dans la société civile, nous faisons une lecture objective des faits. On ne l'a pas encore entendu, on ne l'a pas encore écouté. Il a été ministre, il bénéficie de sa présomption d'innocence, il a servi la République d'une manière ou d'une autre. Il ne faudrait pas que, ça fait combien de temps que le Conseil de ministres ne se sont pas tenus? Mais ça peut être l'une des raisons qui a aussi fait échouer le programme de 100 jours. Et quand le programme tombe, il ne faut toujours pas chercher les coupables ailleurs. Arlette Odiah Kachama, la République démocratique du Congo est-elle en droit d'exiger son extradition? Mais bien sûr que lorsque des soupçons pèsent sur un citoyen congolais, il peut revenir. Mais la question qui se pose, est-ce qu'au moment où il voyageait, les dossiers étaient déjà ouverts? C'est ça la question. Est-ce que réellement il y a eu un mandat? Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un mandat, un dossier ouvert qui ont précédé son déplacement? Ce sont des questions essentielles. Je pense que je suis quand même en face d'un juriste, pour ne pas dire un avocat, qui sait aussi comprendre que nous avons besoin de la stabilité du climat politique. Lorsque le pouvoir a mis en place un programme qui a été peut-être mal étudié et mal mis en exécution, on doit, à une certaine occasion, se remettre en question et réfléchir sur des solutions adéquates. Merci Arlette Odiah Kachama. Heureusement, en face de vous, un autre juriste, Joe Mukuna. Visiblement, cette affaire, ces dossiers, on les voit pour les non-juristes, on réalise que c'est beaucoup plus technique que politique. Et je vous pose la question, si en tant que technicien de droit, de quel bout allez-vous saisir ces dossiers? John, j'ai entendu
la réaction de ma co-débattrice. Ouais. Mais seulement que je regrette parce qu'il a pris les choses d'un seul côté. Je risque même de les qualifier de la société civile proche De quoi? du FCC. Ah, comment ça? Qu'est-ce que J'ai ça dit, a j'ai à voir risque. dans ce C'est juste une attitude. Nous sommes habitués à ça. Les Congolais cherchent leur argent qui a été détourné. On lance un mandat de comparution contre Bakonga. Le lendemain, les ministres se retrouvent avec un bateau de fortune et se retrouvent en face de l'autre côté à Brazzaville, voulant partir avec une mallette pleine d'argent. Ce ne sont pas des rumeurs. J'ai suivi les informations venant de la télévision congolaise d'en face. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs. Et pourquoi vous voulez présenter encore les Congolais que ce sont des rumeurs? Pour ne pas aborder les problèmes. Non, mais on spécule aussi trop. On ne spécule pas. Ouais. Bakonga a fait l'objet d'un mandat de comparution à la cour, au parquet pour la cour de cassation. Ça, il connaît. Mais on n'avait pas réduit sa liberté de mouvement. Il a été réduit. comparaître ou pas. Mais il se retrouve à Brazzaville par quel moyen? Non, ça, nous avons l'information. Mais par quel moyen? La liberté veut aussi respecter les consignes, les lois de la République. Vous allez traverser par Boatou, Brazzaville. C'est quelle manière de dire là? Un moyen de fortune. Oui, c'est quoi ça? Mais quelqu'un comme ça, vous allez nous dire à la télévision ici, c'est un ministre qui a servi la nation. Ça, c'est un ministre, ça. Oui, mais c'est un ministre d'État. C'est ça, un ministre, ça. Un ministre d'État. Un ministre, ça, vraiment. Parce qu'on vous interpelle, bien que vous ayez volé, mais vous devez tout à l'heure répondre. Et vous retrouvez par moyen de fortune à Brazzaville pour vous échapper. C'est ce que vous avez, ministre. Bon, qu'à cela ne tienne. Petit administratif. Avant d'arriver là, je vais répondre. Qu'à cela ne tienne. Les Congolais cherchent leur argent. Vous me dites que non. C'est fuir parce qu'il se serait passé pour un bouc émissaire. Mais pourquoi prendre seulement ça? Pourquoi ne pas dire qu'il a fui la justice pour être arrêté? Comme c'est fait le cas avec le ministre de la Santé. Qui? Celui qui était parti. L'ancien ministre de la Santé. Pourquoi ne pas dire ça? C'est pourquoi là, je ne comprends pas. Raison pour laquelle je vois une société civile proche du FCC. Vous ne comprenez pas parce que vous ne me suivez pas. J'ai suivi. J'ai évoqué toutes les deux hypothèses. J'ai dit que ça peut bien être une fuite pour ne pas répondre des charges qui lui sont reprochées, tout comme ça peut être une fuite craignant être présenté comme un bouc émissaire. Ce sont les deux hypothèses que nous avons évoquées. Et pourquoi vous pensez que qu'à cela ne tienne, je vous ai déjà donné mes minutes, je les reprends. Qu'à cela ne tienne, les Congolais sont victimes. Non, mais mec, un instant. La question en matière pénale, hein, les droits pénals est d'interprétation stricte. Qu'est-ce qu'on reproche à Bakonga? Même le fait qu'il ait voyagé notamment avec une quelconque somme d'argent, qu'est-ce qu'on lui reproche? J'en arrivais pour... ici au Congo, l'instruction est inquisitoriale. C'est-à-dire secrète. Secrète. C'est-à-dire, à ce jour, vous ne saurez pas de quoi on lui reproche. De manière officielle, bien sûr. Mais vous savez, de manière officieuse, qu'il s'agissait de la gestion des fonds de Covid alloués à l'éducation. Ça, vous le savez. Je ne parle même pas des 100 jours. Je parle des fonds de Covid alloués à l'éducation. Ça, c'est de manière officieuse. Mais, puisque l'instruction est inquisitoriale, elle est secrète, c'est difficile de pouvoir avoir l'idée sur ce qui se passe dans son dossier. Mais prenons les cas actuellement, parce que vous demandez sur l'extradition. Nous sommes en face de deux États. Y a-t-il un accord qui nous lie dans ces sens? L'accord pouvait exister, mais l'accord là ne tiendra pourquoi? Parce que le Congo n'a pas encore aboli la peine de mort. Les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort... Bon, la peine de mort existe, seulement que vous ne l'exécutez pas. Oui. Vous l'avez remplacée de manière tacite par l'application de ce que vous appelez la perpétuité. Mais en réalité, la législation congolaise, c'est-à-dire la loi pénale congolaise, n'a pas encore aboli la peine de mort. Mais ces États-là qui n'ont pas encore aboli la peine de mort, les accords de rapatriement des prisonniers politiques ne peuvent pas se faire. Parce que si on vous l'envoie, vous allez les tuer. Bon, ne prenons pas seulement les vols ou les détournements. Ça peut être un cas
atteinte à la sûreté de l'État, on peut les tuer comme c'est fait le cas avec Moulélé, toujours avec le Congo Brazzaville. Les tests de De mémoire. tous ces mémoires. Premier élément. Deuxième élément, le monsieur en fuyant, il commet une infraction à Brazzaville. Quelle infraction? Mais c'est le blanchiment. Quand on vous trouve avec beaucoup d'argent hors circuit bancaire, c'est quoi? C'est le blanchiment. Il a commis une infraction là-bas. Cette infraction-là. Mais les Congolais d'en face peuvent le juger. Non, pas peuvent les juger. Pourquoi la loi pénale existe? La loi pénale existe pour resocialiser. C'est un, pour lutter contre l'impunité. C'est deux. Et aussi, de manière pédagogique, pour dire aux autres, ne commettez pas les infractions pour aussi vous subir les sorts. À partir du moment où l'individu commet une infraction à Brazzaville, et que si Brazzaville donnait l'importance à votre infraction ici, et les SRADé, automatiquement, il y aura remous à Brazzaville. La société civile comme Odia va se lever pour dire non, non, ici notre peuple est lésé. Surtout qu'il s'agit de blanchiment d'argent. En cette matière-là, tous les Congolais, les manières comment se diront non, non. D'ailleurs, lui a fait ça. Il a été blanchi, il a été remercié. Et nous aussi, nous allons faire. Raison pour laquelle, dans cette logique de confrontation, il est difficile d'imaginer que Bakonga pourrait venir ici, en termes de tradition. À cette logique des droits. Il a commis une infraction là-bas. Les Congolais vont s'approcher. Mais c'est comme le cas de Jamal. Aujourd'hui, l'État libanais pouvait demander Jamal pour être SRADé là-bas, être jugé là-bas pour d'autres infractions. Ou pour les mêmes infractions. Mais il y a un problème de la compétence territoriale. L'infraction a été commise où c'est? Il a été commise ici, il doit être jugé ici. Même s'il aurait des passages, commis une infraction là-bas, mais puisqu'il est pris ici, aucun État ne cherchera à l'extrader. Sinon, vous aurez torpillé votre loi pénale. Vous aurez donné l'avantage. Vous voulez dire que Bakonga risque de ne pas être extradé? Les chances, je suis en train de développer les chances du point de vue des droits, n'est-ce pas, de les voir ne pas venir ici. Et là, j'ai jeté pour condamner l'État congolais. Dans quel sens? Dans quel sens? Vous savez, l'avènement de Félix Tshisekedi a apporté une lueur d'espoir à ce qui concerne la lutte contre l'impunité. Si aujourd'hui Félix pourrait renouveler son mandat et qu'on disait aujourd'hui, d'un matin il y a élection, Tshisekedi gagnera parce qu'il a donné une petite lueur d'espoir à ce qui concerne la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité. Ce Congo ici n'existait pas du point de vue des droits. Le Congo n'existait pas. Merci. Mais aujourd'hui, on doit parler un ministre pris dans les filets, la main dans les sacs. La main dans les sacs pour avoir détourné de l'argent des Congolais. En tout cas, mais il ne mérite pas. Il ne mérite pas. J'ai terminé pour vous dire quoi. Oui. Il ne mérite pas les pardons du peuple. Okay. Il mérite la sanction. Pour j'en arrive, j'ai terminé. Oui. Pour montrer à la face du monde que, effectivement, la lutte contre l'impunité joue son rôle. Il s'appelle Dieudonné Kalouba, professeur d'université. Sa compétence, en tout cas, ne pose pas problème. Mais le problème, c'est que la procédure, et ça fait débat et on estime que beaucoup le pensent, hein, les textes légaux ont encore une fois été violés, énervés. Encore comme juriste, avocate, pensez-vous que c'est une énième violation de la Constitution sur les règles de Félix Tshisekedi? On est beaucoup revenu sur l'effet de l'état de droit. Et je voudrais rappeler que l'état de droit a des principes. En 3 minutes. Hein. Oui, je le rappelle en 3 minutes, peut-être un peu moins que ça. Ouais. Dans le principe, nous l'avons dit, que tous les citoyens doivent être jugés de manière égale. Lorsque le gouvernement FCC-Cash se mettait en place, ceux qui le composaient veillaient à ce que là où les ministres est du cash, l'adjoint soit du FCC. La conséquence, c'était la garantie que l'on avait pour l'un être surveillé par l'autre. Et dans le cas d'espèce, c'est ce qui a été. Un ministre du FCC, précisément du PPRD, un adjoint de l'UDPS ou alors de l'AVC. Ils avaient tous deux la charge du ministère de l'EPS
responsabilité. Surtout lorsque vous parlez de prêts de prise en charge de Covid, je ne vois pas comment, après que l'argent ait été déboursé du trésor public, qu'il ait pris une destination sans que l'adjoint n'ait été mis au courant, à moins qu'il le dise. Et logiquement, dans ce procès, s'agissant d'un détournement, si on doit juger l'un, on doit juger aussi l'autre. Et que ce n'est que l'enquête qui peut définir, déterminer avec précision qui a été coupable, qui n'a pas été coupable. Et lorsqu'on poursuit seulement une seule personne, alors que deux en avaient la charge et la responsabilité, directement l'opinion commence à s'interroger. Et c'est là le problème. Il n'est pas à dire que Willy Bakonga a détourné, il n'est pas à non plus dire que Willy Bakonga n'a pas détourné, étant donné que les secteurs n'ont pas correctement fonctionné. Il faut que l'on joue franc jeu, que tous soient jugés. Et moi d'ailleurs, ce que j'ai toujours proposé, ce n'est pas toujours privilégier les procès. Parce que si réellement il y a eu détournement, le peuple estime que cet argent n'est pas encore utilisé. Vous n'avez quand même pas utilisé 60 millions ou milliards de francs congolais en le bouffant un seul jour. Mais à quoi servent les services des renseignements? C'est que lorsqu'il y a le soupçon de détournement, vous vous mettez en face du ministre et de ses adjoints, la vérité va éclater au grand jour, vous allez découvrir où se trouve l'argent détourné, et cet argent va revenir au trésor public, c'est le peuple qui va gagner. Juste une phrase sur la Cour constitutionnelle, vous avez dit que les compétences ne font pas un problème. Oui, oui. Mais ce qui dérange un peu l'opinion, c'est que à l'époque de Joseph Kabila, le président de la Cour constitutionnelle était de sa province, disons du Katanga. On arrive à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi. De l'espace d'Assaillant aussi. Du même côté. Ça dérange un peu l'opinion. L'opinion peut ne pas avoir... Mais il a eu, maître. Il faut être naïf, pour ne pas comprendre qu'à ce poste de responsabilité, c'est la politique qui joue. S'il devait choisir, s'il devait s'agir de l'élection, je pense que lui pourrait peut-être ne pas se retrouver dans le critère. Parce qu'il y en a qui ont 6 ans, qui ont l'expérience de la Cour constitutionnelle. Fraîchement et dans des conditions fortement... en fait, il devait être membre du bureau pour organiser ces élections. Mais justement. Et ce sont des choses qui interpellent la conscience collective. Mais c'est à prendre ou à laisser. Le peuple ne fait qu'entendre sa voix. Et c'est au pouvoir de décider. Mais on voudrait absolument que les pouvoirs soient toujours en train de décider dans le sens de l'intérêt du peuple. Quand les politiques ne se mettent pas d'accord sur des questions comme celle-là... La procédure a été viciée. Je ne suis pas trop dans la procédure. Je suis plus dans le fait que tous les actes que pose le politique doivent avoir un impact réel sur l'avenir ou le devenir de la nation. John Kuna, ça dérange un peu, hein, du même espace linguistique que les présidents de la République, c'est qu'on reprochait à Joseph Kabila Kabange, les régimes, les pouvoirs de Tshisekedi, les répètent avec brillance d'ailleurs, avec prouesse. Bon, moi je ne vois pas les choses de cette manière-là. Parce qu'il faut noter que le Congo a 26 provinces. La représentativité ne joue pas sur l'espace linguistique. Si vous regardez le gouvernement, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de Baswahili. Mais parce qu'ils occupent aussi un bon espace géographique. Les Swahili formes. Mais ils ne sont pas forcément de la même province. C'est-à-dire que la représentativité, c'est par rapport à la province. Si les cadres de poste ne permettent pas que d'autres provinces, tous les provinces soient là, ceux qui manqueront. Mais au moins, la représentativité ne joue pas sur l'espace linguistique. Sinon, là, vous direz Moulouba. Parce que les Balouba prennent une bonne partie, mais vous oubliez que les Congo prennent aussi les Bandoutou. Mais pour les Congo, vous direz non, mais le Congo,
pour les Bandundu, vous direz Mutawandundu. Et pour les Balouba, vous direz les Balouba. Et pourtant, les Balouba, il y a les Bakwanga, Il y a les Louloua. il y a les Louloua, il y a les... Donc, je ne voudrais pas que vous alliez dans cette piste-là parce que vous risquez de... Ça ne joue pas sur l'espace linguistique, les grands Kasaï, sur les provinces. L'actuel président de la Cour constitutionnelle est de Lomami. Tu sais qu'il n'est pas de Lomami. Mais Lomami, c'est les grands Kasaï. Non. C'est une province. Avant qu'on aille Sendé. C'est pourquoi il dit que ça ne joue pas sur ça. Les Kasaï, avant qu'on aille Sendé, il y avait des Kasaï. Les Kasaï centrales et les Kasaï occidentales. Non, orientales et occidentales. Maintenant qu'on a Sendé, vous avez 5 provinces ou 4 provinces là-bas. Lomami, Kasaï central, Kasaï et Sakuro, tout ça. Donc, ça ne dérange pas parce que la représentativité au sein des institutions ne joue pas par rapport à l'espace linguistique, et plutôt... On ne parle pas de la représentativité, on parle de ce que pense l'opinion par rapport au fait que pour des postes qui sont stratégiques, la même chose qu'on a reproché au régime passé, que ça restait pratiquement dans la même langue, on vient et on répète la même chose. Non, non, c'est notre devoir, c'est notre devoir d'enseigner l'opinion. Vous n'allez pas ramasser tout ce que dit l'opinion pour amener au plateau. Nous devons les enseigner. Il faut leur montrer est-ce que la loi est violée ou pas. Parce que quand vous voulez qu'on fasse avaler à l'opinion tout ce qu'elles veulent, et vous risquez aussi de violer ce que les autres. Il y a beaucoup de... Est-ce que Kalouba n'était pas en droit de postuler parce qu'il est de Lomami? Oui, la Constitution et les lois qui régissent la matière les lui permettent. Non, donc, si l'opinion pense que... Parce qu'il est procédure, j'en arrive. Il ne pouvait pas postuler. Non, non, non. Il faut évoquer la procédure. Il faut évoquer les lois ou la loi qui nous interdit. Il faut évoquer ça. Le jour où vous allez engager un débat sur ça, on va en parler. Mais aujourd'hui, l'opinion ne peut pas vous dire que parce qu'avant Moulouba, il ils ne comprennent pas Moulouba. Il faut leur expliquer qu'aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Il y a les Loma à la Lomami, il y a... En tout cas, il n'est pas dans la même province que Félix Tshisekedi. Donc là, vous aurez fait un bon travail. J'ai terminé parce que vous avez combien de minutes? S'il vous plaît. Vous avez fait un bon travail par rapport... vous aurez fait un bon travail pour avoir éclairé la tête de l'opinion. Je dis ceci. Nous avons les devoirs, nous, de capitaliser ce qui est meilleur. Je sais que dans le monde sous la terre des hommes, ce que nous faisons, dans la quasi-totalité, le meilleur est peu. Le mal est beaucoup. La médiocrité est partout. Vous connaissez comment les criminels opèrent. Quand vous dites que il faut dénicher, aller récupérer l'argent de l'État. Mais vous connaissez les Panama Papers, où les gens vous prennent de l'argent. Merci beaucoup. Et l'argent disparaît. On ne peut pas s'assurer qu'il faut prendre l'argent là-bas. Arlette Odiakashama, c'était à la fois un honneur et un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être partagé. Merci également à tous les. Merci, merci. Merci d'être là. Merci. Merci à vous. La rediffusion déjà c'est mardi à partir de 11h. Retrouvez-moi dans une nouvelle édition de lundi prochain à la même heure. Au revoir.